Bonjour, aujourd'hui la Glorieuse reçoit Alexandre Mendel. Alexandre a 39 ans, il est auteur de La France djihadiste et il va nous parler de ce phénomène terroriste qui embrase un petit peu l'Europe actuellement et le monde même. Eh oui, eh oui. Donc d'abord la une du prochain numéro de la Glorieuse. Une une sur Moed Altrad qui se prend la porte en pleine face suite aux articles du JDD. Nous amenons des éléments qui présentent un petit peu la difficulté dans laquelle s'est mis un petit peu le président du rugby à Montpellier. Ensuite, des dossiers à l'intérieur, donc sur Saint-Roch, on s'écharpe sur l'écharpe. Le maire de Montpellier a beaucoup irrité les laïcs. Un autre dossier sur Fabrice Bertrand, ses promenades de découverte de Montpellier font un tabac pour les amoureux de la ville. Un dossier sur la tendance actuelle anti-touriste, entre autres à la Grande Motte. Cette tendance gagne les habitants et les gens qui habitent sur place. Enfin, ils ont été battus lors des dernières élections législatives. Que deviennent nos députés à la rentrée? Alexandre Mendel, bonjour. Bonjour. Voilà, alors votre livre sur la France djihadiste, s'est-il bien vendu? Il s'est bien vendu, il s'est bien vendu, il est toujours à vendre et comme ça s'est bien vendu, j'en fais un deuxième, enfin j'en ai écrit un deuxième qui sortira, j'en profite pour le dire, le 11 octobre prochain dans toutes les librairies en France, qui s'appellera Partition. Alors, vous êtes un habitué de la télé russe. Vous me disiez que tous les mois, vous étiez interviewé. À peu près tous les mois, oui. À la fréquence des attentats, grosso modo, ils aiment bien avoir un consultant en Europe occidentale pour leur parler de terrorisme et de djihadisme. D'accord. L'état d'urgence doit être levé cet automne. Ça va changer quoi? Fondamentalement, ça ne va pas changer grand-chose. Ça changera certains pouvoirs de police, sans doute, mais qui seront vite, légalisés, puisque une loi sera passée pour finalement mettre sous forme de loi ce qui était possible pendant l'état d'urgence. Donc fondamentalement, ça ne changera pas grand-chose. Il y a de plus en plus d'attentats. On a l'impression qu'on arrive de moins en moins à déjouer les attentats. Quel est votre regard là-dessus? Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. On arrive à en déjouer. Heureusement qu'on en déjoue davantage qu'il ne se commet d'attentats en Europe. Toutes les 2 semaines, 3 semaines, il y a quand même des arrestations dans les milieux salafistes, djihadistes. Il y a eu, rien que pour l'année 2016, une quinzaine d'attentats qui ont été déjoués rien qu'en France. Donc, c'est une vue de l'esprit d'imaginer qu'on ne déjoue pas des attentats. Malheureusement, certains attentats, et de plus en plus, là-dessus vous avez raison, de plus en plus d'attentats dits brouillons, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas un gros matériel et une grosse logistique, ces fameuses camionnettes louées qui percutent une foule immobile. Oui, là, évidemment, on a plus de mal à tracer des gens qui vont louer un véhicule chez Hertz que des gens qui achètent une calache dans les quartiers nord de Marseille ou auprès de Bosniaque, quoi. Donc, il est évident que plus les attentats sont brouillons, comme celui de Barcelone, comme celui de Londres, plus il est difficile de déjouer des attentats. Là où il y a peu de logistique, vous laissez peu de traces. Les attentats touchent les grandes villes. Est-ce que ça peut arriver sur des villes moyennes comme Montpellier? Alors, oui, ça peut arriver sur des villes moyennes comme Montpellier. Ça peut arriver partout. Le principe de l'attentat, c'est de créer un effet de sidération dans la population. Donc un effet d'inattendu. Évidemment qu'on les attend moins dans des villes moyennes que dans des grandes capitales européennes. Mais je répète ce que je racontais déjà dans La France djihadiste il y a 1 an, et qui est une des grosses craintes des services de renseignement, c'est l'attaque d'un village, comme ça se pratique en Syrie, comme ça se pratiquait il y a encore quelques mois en Syrie, et comme ça se pratiquait pendant la décennie sanglante en Algérie. C'est-à-dire là, vous frappez fort, là, vous dites dans les consciences que personne n'est à l'abri d'un attentat. Si vous frappez un village dans une province reculée, c'est évidemment symboliquement très fort.
Après, vous dire que Montpellier serait moins la cible que Paris ou Berlin, je peux vous raconter ça, et puis malheureusement, demain, il peut y avoir un fou qui percute lui aussi une foule. Vous avez fait une enquête sur la guerre des mosquées. Que pensez-vous de la prolifération des mosquées garages? Alors c'est intéressant parce que, en effet, pour situer un peu le contexte, à Montpellier, il n'y a pas de grande mosquée, il n'y a pas de mosquée tenue par des salafistes. Ça, Montpellier est plutôt de tendance, hein, pour ce qui est des mosquées extrémistes, de tendance frériste, c'est-à-dire des frères musulmans, mais qui sont pas liés, disons, directement au phénomène djihadiste. Les mosquées garages, elles permettent en effet du tout et n'importe quoi. Il y a à Montpellier, il y a à Castelnau un exemple qui est bien connu des services de renseignement et qui est toujours pas fermé, de mosquées non officielles, où en effet il y a des prêches salafistes dures, parce que justement à Montpellier, bizarrement, j'ai presque envie de dire paradoxalement, il n'y a pas de mosquée assez dure pour ceux qui sont réellement salafistes. Donc ceux qui sont salafistes, ils vont à Castelnau. Il y a certains qui vont à Castelnau, qui est en effet fréquenté par des salafistes, c'est ce que disent les services de renseignement. Pour le reste, une mosquée, vous n'avez pas besoin de grand-chose, vous êtes allé dans une pièce, un garage, quelques tapis, vous désignez un imam parmi vous, et là, c'est parce qu'il n'y a pas de présence de grands lieux de prière salafistes à Montpellier. Il y a les frères musulmans, vous avez les tablighs à Lunel, mais vous n'avez pas de lieu salafiste qui soit... Voilà. Quels sont les événements qui craignent particulièrement à Montpellier? Vous voulez dire les fêtes, oui. Bon, les estivales, c'est bientôt terminé. On aurait pu imaginer un gymkhana là-dedans, mais enfin, moi, ce que je constate à Montpellier, c'est que c'est plutôt une ville qui est bien... depuis les attentats de Nice, qui est bien gardée. Vous ne pouvez pas accéder comme aussi facilement sur la place de la Comédie ou sur l'Esplanade que vous pouviez le faire auparavant. N'importe quel événement peut être une source d'un attentat. Ce qu'ils veulent, ce sont des symboles. Vous pourriez avoir un rassemblement pour le 11 novembre prochain, et il y a un type qui tire dans la foule. Donc... il est difficile de dire que Montpellier est une ville qui craindrait davantage parce qu'il y aurait des rassemblements. Oui, les estivales, il faut reconnaître ça à la ville de Montpellier, ont été particulièrement bien sécurisées cette année, mais elles étaient déjà particulièrement bien sécurisées l'année dernière. Vous avez suivi de près l'imam Khattabi, qui est suivi par les jeunes, par beaucoup de jeunes musulmans. Quel est votre avis aujourd'hui sur la question de son installation? Khattabi, c'est un type formidable parce que ça fait, je crois, 32 ans, peut-être un peu plus, qu'il est en France sans avoir la nationalité française, et chaque année, on lui renouvelle sa carte de séjour. Tout le monde sait qu'il a tenu, et il tient encore, des propos violents lors de ses prêches ou en privé, comme il s'y autorisait dans le temps avec les journalistes, et pourtant, c'est un type... qui avait été assigné à résidence, mais dont on a levé l'assignation à résidence. C'est quelqu'un qui arrive à passer à travers tous les... comment dire... tous les tracas judiciaires et administratifs. C'est incroyable que... et pour ça, si vraiment l'islam de Montpellier a une mauvaise image, disons, nationalement, ça doit beaucoup, et j'ai presque envie de dire, presque uniquement à une seule personne, Mohamed Khattabi. Au-delà de Mohamed Khattabi, qui connaît l'islam de Montpellier? Mais le problème de Khattabi, c'est aussi sa grande qualité, c'est que c'est un génie de la communication. C'est un type qui fait ses prêches en direct sur YouTube, en direct. Toutes les fois où il y a un prêche de Khattabi, vous pouvez le suivre. C'est quelqu'un qui a une vraie faconde, c'est en effet quelqu'un qui s'entend très bien avec les jeunes, et c'est quelqu'un qui a absorbé en fait tous les jeunes qui étaient un peu plus durs que les modérés, disons, de la grande mosquée à Vers-Ouest de la Paillade. Tous les durs sont allés s'installer chez Khattabi en zone, gare au sud, à Montpellier. Khattabi, c'est la vraie star de l'islamisme à Montpellier. Au-delà de Khattabi, vous aviez avant, dans la grande région de Montpellier, à Lunel, l'ex-directeur de la mosquée, et c'est tout, ça s'arrête là, quoi.
Les familles de terroristes disent régulièrement qu'elles ne sont pas au courant de la radicalisation de leurs enfants. Est-ce que ça vous semble pas étonnant, ça? Bah, ça nous semble étonnant, nous, avec nos yeux d'occidentaux. Évidemment, si on avait des enfants qui, tout d'un coup, adoptaient le camis, y allaient 5 fois par jour faire leur prière à la mosquée, ça nous paraîtrait étonnant. Ça paraît étonnant, d'ailleurs, aux familles de convertis, et ça paraît moins étonnant aux familles de tradition musulmane, parce qu'elles voient plutôt d'un bon œil, et encore une fois, je les pense plutôt sincères. Hein. Je ne pense pas qu'elles veulent dissimuler quoi que ce soit. Mais je pense que ces familles musulmanes ont plutôt tendance à voir dans le fait que leurs enfants aillent fréquenter davantage la mosquée quelque chose de plus positif que des enfants qui versent dans la délinquance. Je ne veux pas dire par là qu'ils ont le choix entre la délinquance et l'islam radical. Mais il faut se mettre dans la tête de gens qui sont de tradition musulmane et qui ne voient pas forcément d'un mauvais œil quelqu'un qui tout à coup s'intéresse à la religion. Considérez-vous que François Hollande a eu les épaules assez larges pour gérer la période des attentats? Alors, je vais surprendre pas mal de mes lecteurs de droite, mais moi je ne l'ai pas trouvé spécialement mauvais, François Hollande. J'ai plutôt trouvé qu'il n'a pas cédé notamment au chantage que leur faisait Daesh en Syrie, c'est-à-dire d'arrêter les frappes françaises en Syrie. Il n'a pas cédé à ce chantage-là. D'autres auraient pu le faire. Zapatero, au moment des attentats de Madrid de 2004, avait désengagé les troupes espagnoles d'Irak après l'attentat de Madrid. Donc est-ce qu'il avait les épaules? Ça lui est tombé dessus. Je ne pense pas que, dans l'hypothèse où il se serait représenté, je ne pense pas qu'on aurait beaucoup critiqué sa gestion, si vous voulez, des attentats proprement dit. On lui aurait peut-être plutôt reproché sa gestion du communautarisme islamique, etc. Mais ça date de tellement avant lui, ça date de Chirac et de Sarkozy, que ça aurait été lui faire un mauvais procès. Que pensez-vous de l'état de la droite à Montpellier? Alors, l'état de la droite à Montpellier, elle manque de visibilité, la droite à Montpellier. J'ai beau ouvrir le journal régional de temps en temps, 90% de la couverture politique, c'est les Soréliens. Donc il faudrait déjà qu'ils soient davantage visibles. Peut-être que les gens aimeraient savoir quels sont les projets de quelqu'un comme Alex Larue, voilà, mais bon, le problème de la droite montpelliéraine, c'est qu'elle est invisible. Et qu'on est dans une ville qui est de toute façon structurellement à gauche, et il peut se passer n'importe quoi ici, ça continuera à voter à gauche pendant des décennies et des décennies. Donc, voilà, je vous remercie. On va terminer par la question chapeau. Donc, si vous voulez bien tirer un petit... Bon, je prends le plus à droite. Hein. Bon, voilà. Ouais, c'est une très bonne question. En plus, c'est une question dure, mais faut-il autoriser le retour des djihadistes? C'est une bonne question. Vous les laissez sur place. Il y a plusieurs formes de retour. Il y a le retour officiel. Il y en a qui demandent directement dans les ambassades, dans les consulats, à pouvoir retourner en France. Et ceux-là, on ne sait pas quoi en faire. Et puis, il y a les retours non officiels, où ils empruntent le même chemin que celui qu'ils avaient emprunté à l'aller, mais au retour. Oui, il faut l'autoriser. C'est toujours très intéressant, parce que c'est des mines de renseignements, ces gens-là. Il faut les autoriser, mais il faut les traiter, je pense, comme des prisonniers de guerre. C'est-à-dire les faire parler, avoir le plus d'informations possible, etc. On ne peut pas... c'est un problème auquel on commence à peine à être confronté. On a grosso modo 200 personnes qui sont revenues de zones irako-syriennes sur un millier qui auraient fui, qui auraient fait leur hijra là-bas. Donc combien de gens vont revenir? Est-ce qu'elles ont des intentions belliqueuses à l'égard de la France? Ça, c'est à la justice de le dire. Mais pour l'instant, c'est un problème que l'État n'a pas réglé. Il y a un débat à avoir. Faut-il autoriser? De toute façon, on n'a pas trop le choix. S'ils sont français, vous faites quoi? Vous ne pouvez pas leur enlever la nationalité française, donc il faut qu'ils reviennent en France. Vous ne pouvez pas faire de quelqu'un un apatride. Donc, très bien. Voilà. Je vous remercie.